Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des experts économiques est donc de retour un lundi sur deux. Cette semaine avec toujours le professeur Mourad Goumiri. Professeur, bonjour. Avec l'expert consultant Farhat Ait Ali. Farhat, bonjour. Et nous recevons aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le renfort du professeur Hamid Tammar. Hamid Tammar, bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans le Café des experts éco. Les gens qui nous font le reproche sur YouTube d'être trop critiques vis-à-vis des politiques publiques vont en avoir pour leur argent, puisque j'imagine que vous allez aussi contribuer à nous éclairer sur une partie des politiques publiques. Vous avez, je le rappelle, été ministre ça veut dire du gouvernement, des gouvernements précédents. Vous avez été quand même peut-être le ministre qui est resté le plus longtemps au gouvernement, dans l'ère Bouteflika. Pratiquement 12 ans. 12 ans, voilà, 12 ans. Donc vous portez une partie du bilan de l'action économique pour les secteurs que vous avez, les départements ministériels que vous avez assurés. En tous les cas, merci d'être venu au Café des experts économiques. Je vous propose justement un menu, cette fois-ci, qui est un peu adapté à la présence de monsieur le ministre. Comment relancer l'attractivité professeur d'économie Oui, je m'arrête pour rappeler. Vous êtes professeur. Vous rappelez un petit peu, pour rappeler à nos amis auditeurs, ce que vous faites aujourd'hui en tant que professeur. Immédiatement après, j'avais pris des petites vacances de 2 ou 3 mois. Et puis, je suis revenu à ce que je suis, un professeur. Et donc, j'enseigne actuellement au niveau des doctorats, parce que je suis trop vieux pour aller plus bas, aussi bien à l'ENSAE, l'École nationale supérieure de statistique et d'analyse économique, à l'ISGP, l'Institut supérieur de gestion et de planification, où nous avons un très beau doctorat qui est un doctorat de gestion des politiques économiques, et à Mascara, où j'enseigne également au niveau doctoral dans un programme. Dans tous les cas, ce sont des programmes de croissance économique et de gestion des politiques économiques. Excellent. Alors, je me venge. Et aujourd'hui, vous avez donné cours avant de venir sur ce plateau. Oui, j'étais évidemment à l'ENSAE, et je viens directement de l'ENSAE pour avoir le plaisir d'être avec mes amis, collègues, et avec vous-même. Merci encore une fois. Donc, on va se poser la question ensemble, mes amis. Comment relancer l'attractivité de l'Algérie? L'activité algérienne, c'est une vraie question après 4 années de contre-choc pétrolier, de la difficulté à diversifier l'économie, et avec 3 questions subsidiaires qu'on va traiter au fur et à mesure dans cette émission. Faut-il libérer plus l'investissement? Faut-il dresser plus de barrières commerciales, donc plus de protectionnisme? Et faut-il relancer les privatisations? Les 3 questions étant amenées à répondre à la première: comment relancer l'attractivité de l'Algérie aujourd'hui? Alors, faut-il libérer plus l'investissement? Il y a eu un petit débat autour du statut du Conseil national d'investissement la semaine dernière. La question s'est posée. J'ai reçu un spécialiste, Ali Harbi, sur la question, de savoir s'il fallait lui laisser toutes les prérogatives qu'il avait. Je rappelle pour nos amis auditeurs, et je vous donne la parole, que le Conseil national des investissements statue sur les investissements supérieurs à 5 milliards de dinars. Donc ça doit passer, dès qu'il y a 5 milliards de dinars, ça doit passer devant le CNI. On doit avoir un quitus du CNI. Et statue sur les investissements où il y a aussi une part où ceux qui investissent demandent l'extension des avantages, donc avoir des avantages exceptionnels, même si ce n'est pas supérieur à 5 milliards de dinars. Si on réduisait les prérogatives du CNI, ce serait une manière de relancer les investissements. Alors on va donner la parole d'abord à Farhat Ait Ali, qui a déjà en aparté donné son point de vue sur la question. Je vais apporter une simple précision sur les prérogatives du CNI. Elles ont été augmentées, d'ailleurs du propre chef du CNI, par la résolution numéro 83 du 26 décembre 2017, par lequel le CNI se déclare comme étant unique compétent dans tout investissement ayant une partie étrangère comme partenaire, quel que soit le montant de l'investissement. Quelque chose qui n'était pas prévu dans le Code des investissements. Justement, qui n'était pas prévu dans les statuts du CNI à sa création par décret exécutif en 2006, qui n'était pas dans sa vocation et qui en plus n'a aucune explication économique plausible.
parce qu'il y a des investissements dans lesquels des parties étrangères sont impliquées qui ne dépassent pas le million de dinars, de petits investissements, de petits bureaux d'études, quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce qui a bien pu inciter un conseil national qui n'a pas prérogative pour fixer ses prérogatives, parce qu'il y a une règle générale de droit qui dicte que les prérogatives de toute structure ou institution ne peuvent être fixées par elles-mêmes, qui doivent être fixées par un organe supérieur ou externe. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce conseil à s'autosaisir de dossiers qui ne relevaient pas de ses compétences précédemment, de son propre chef? Quelle est la raison économique? La raison, c'est qu'on n'a pas envie que les étrangers fassent du business en Algérie sans que le CNI donne son point de vue. Est-ce que ce ne serait pas cela, Mourad Goumiri, la motivation? Contrôler l'entrée du capital étranger? Moi, je voudrais d'abord rendre hommage à mon professeur, quand même. En 1971, donc jeune universitaire, c'était mon prof, il m'enseignait l'économie du socialisme, on en a discuté tout à l'heure. Et au risque d'apparaître comme un dinosaure, nous avions à l'époque une institution qui s'appelait la CAT, la Caisse algérienne, le thème m'échappe, qui est devenue ensuite la BAD, la Banque algérienne de développement. C'était la CAD. La CAD. Voilà, la CAD. CAD qui est devenue Caisse algérienne de développement, qui est devenue Banque algérienne de développement, et qui accompagnait, n'oubliez pas qu'à l'époque, on travaillait sur la base de plans, le triennal, le premier quadriennal, deuxième, etc. Et donc, qui devait et qui avait joué le rôle d'accompagnement financier, de couverture, tant en dinars qu'en devises, des investissements, à l'époque, initiés par le plan, la fameuse décision d'individualisation qui ouvrait le droit à une décision de financement et qui permettait donc de créer tout le tissu industriel que nous avons vécu dans les différents plans. Alors, maintenant, on a créé cette institution, CNI. La BAD, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. En tous les cas, dans ces archives, il y a un travail extraordinaire à faire, c'est de réécrire tout ce qui a été fait pendant le premier plan triennal, premier plan quadriennal, deuxième plan quadriennal, les quinquennaux qui sont venus, toute cette période-là magnifique, en tous les cas pour ce qui me concerne, ça se critique, mais enfin il y avait quand même une vision, il y avait une stratégie et il y avait un objectif. Et tout le monde devait rentrer dans le rang, rentrer dans le... C'est vrai que là, c'était pas très démocratique au sens où, n'oublions pas la charte de 1976 qui pratiquement excluait le secteur privé. Il fallait la fameuse entreprise privée non exploiteuse. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais enfin, c'était écrit noir sur blanc dans la Constitution. Et donc, tout a été mis en place, assis sur le secteur public. Ce qui a été une catastrophe, par exemple, pour le secteur de l'agriculture. On a remembré, démembré, nationalisé, renationalisé, dénationalisé. Ce que je dois comprendre, c'est que le CNI, de votre point de vue, il ne s'impose pas. Bien sûr. Il ne s'impose pas. C'est une bureaucratie additionnelle. C'est ça, c'est à ça qui va distribuer les agréments. Depuis quand, dans un pays au monde, on demande un agrément pour investir? Normalement, un investisseur, ça se cajole, ça cède. Ça s'attire. Ça s'attire, bien entendu. Professeur, et déjà, à partir du moment où on commence à donner à une bureaucratie dont la légitimité, on vient de l'expliquer, est relative, on lui demande un agrément, c'est là où les problèmes commencent. Est-ce qu'on connaît des exemples dans le monde où pour investir, il faut passer par un conseil de ce type et par une bureaucratie de ce type? Je crois qu'il y a un gros problème. Écoutez, le CNI est une nécessité en Algérie. Je suis un libéral, donc il est clair que pour moi, il ne peut y avoir de croissance que par la liberté de l'investissement. Et donc, il faut pousser l'investissement au maximum, lui ouvrir les possibilités sans qu'il y ait des arrêts. Mais le CNI a quand même sa responsabilité dans le fait qu'à partir d'un certain moment, le problème de la croissance économique ne peut pas suivre une liberté totale qui peut aboutir à l'anarchie et surtout au gros problème de l'endettement international. Et donc le CNI a sa place. Maintenant, la place qu'on lui avait signée était simple. Et je pense que si, vous savez, dans le Code des investissements, dans le monde, il n'y a pas de Code des investissements en dehors de nos pays à nous. Le Code des investissements, vous allez aux États-Unis, vous investissez. Mais nous, on en a besoin pour promouvoir l'investissement, et notamment l'investissement étranger. Dans ce cas précis, le Code des investissements prévoit deux types
de deux cas spéciaux. Le premier cas, c'est le droit commun. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir investir, il a quelques petits droits, etc., TVA, etc. Exemption de TVA, exemption Et puis, il y a alors les gros machins, et ces gros machins ne sont pas du ressort du CNI, ils sont au ressort d'une discussion entre eux et l'agence Landi. Et Landi va négocier avec l'investisseur. Quand vous prenez une aluminium qui fait 2 ou 3 milliards de dollars, c'est Produit de pas l'aluminium. Et dans ce cas-là, il est clair qu'il faut une négociation parce que ce que apporte la numérique, c'est que l'environnement pose des problèmes, mais d'un autre côté, évidemment, il amène des capacités à ce moment-là de noircissement du tableau des échanges industriels. Et c'est pour ça que cette deuxième catégorie fait l'objet d'une négociation, et cette négociation est arrêtée par décret, mais la décision finale, c'est le CNI. Et vous comprenez très bien que le CNI, devant un programme comme ça, est extrêmement important. Il y va de la croissance économique de la nation. Donc le CNI a sa place. Le problème maintenant, c'est que pour tous les projets qui sont des projets plus simples, il y a maintenant le droit commun. Il faut laisser faire le droit commun. Il n'y a aucune raison pour qu'un investisseur vienne et puis va demander une autorisation auprès de l'ANDI pour qu'on lui donne cette autorisation. La liberté d'investissement est affirmée dans le Code des investissements. Il faut, mais quand on met 51-49% et qu'en même temps, on parle de liberté d'investissement, nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. On va en arriver au 51-49. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu particulier quand il s'agit des... Alors, le CNI arbitre, donc quand ça dépasse les 50 milliards. C'est quoi le risque? En fait, j'essaie de comprendre, c'est quoi le risque en dehors de ceux qui demandent des droits exceptionnels? On peut, de manière souveraine, l'État peut se donner les moyens de décider de donner ou pas à une activité ces avantages exceptionnels. On peut s'accorder sur le fait que c'est quelque chose qui doit être décidé au niveau souverain et se donner les droits de le décider. Mais en dehors de ça, c'est quoi l'enjeu? J'ai pas compris. Les autres enjeux, c'est quoi? Le marché peut réguler l'investissement. Il faudrait qu'on soit clair. Je m'excuse. Est-ce que vous avez bien affirmé que le 25 décembre 2017, donc le CNI maintenant donne une décision sur tous les investissements, quelle que soit la taille des investissements? À partir du moment où un étranger est impliqué, quelle que soit la proportion et la taille de l'investissement, ça démarre de 100 dinars parce qu'il n'y a pas de plancher. Donc à partir de là, il y a... 100 000 dinars. Non, ils sont capables de 2 dinars. Disons, je vous parle comme un gaouri. Moi, je suis étonné déjà par le fait que le CNI puisse s'autosaisir et se donner des prérogatives. En droit général, il n'est pas question même la justice ne peut pas s'octroyer des lois. Est-ce que vous avez vu une magistrature légiférer? À partir du moment où moi je dirige un organisme quelconque, je préside un conseil, ce mec qui met n'importe quelle structure, et que dans ces résolutions internes, j'introduis mes prérogatives. À partir de là, moi je dis clairement, il y a anguille sous roche. Il y a dépassement de prérogatives. Et là où il y a dépassement de prérogatives, il y a intention cachée qui n'a rien à voir avec ce qui est énoncé. Maintenant, pour ce qui est des 5 milliards de dinars, c'était à l'époque de Abdelmalik Sellal, il était 5 milliards. Parce qu'à l'origine, c'était 1 milliard de dinars. 1 milliard de dinars, aujourd'hui, c'est à peu près 8 millions d'euros. Ce n'est pas un investissement, 8 millions d'euros. Le problème, c'est que le CNI en question, depuis sa création, il n'a jamais été question de délai précis pour les réponses. Il n'a jamais été question de l'obliger à donner des réponses qui m'a, par exemple, pour certains autres organismes, il faut passer tel délai, vous pouvez considérer ça comme un rejet et faire un recours, ou bien considérer ça comme une acceptation tacite. Non, dans ce cas précis, non. Vous ne pouvez pas bouger. Oui. Donc, on peut choisir un dossier, et je ne parle pas d'avantages exceptionnels. Je parle d'avantages généraux, parce que quand un dossier dépasse les fameux 5 milliards, même pour une partie algérienne, une fois le حق عندك ومن بعد انت ترقد عليه عامين. Moi, je ne demande pas d'avantage exceptionnel. Moi, je demande juste le régime général. Pourquoi? Moi, je sais qu'au niveau du CNI, d'ailleurs, le ministre de l'Industrie, il a dit il y a 40 dossiers automobiles qui dorment là-bas. Si il est c'est des investisseurs. Pourquoi empêcher un pays de profiter d'une gigantesque pluie d'investisseurs automobiles? Ce qui est curieux, d'ailleurs. Maintenant, si ce n'est pas de l'automobile, ils sont plus beaux que les autres. Une question pour avancer, mais vous pouvez répondre au fur et à mesure, évidemment. C'est est-ce qu'on a intérêt dans ce cas-là? Est-ce qu'on n'a pas plus intérêt à enlever ce verrou et à laisser les investisseurs Écoutez, j'ai siégé dans ce CNI pendant 12 ans, donc et je sais très bien comment ça fonctionne. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien du tout. C'est un conseil avec des ministres, présidé par le Premier ministre,
avec des faux fonctionnaires qui sont là, qui présentent les projets, et l'ANDI qui présente les projets, et on discute et on prend une décision. Admettons qu'un investissement est rejeté par le CNI. Parce que trop polluant, par exemple. Admettons, oui, n'importe qu'on veut. Enfin, on veut comprendre pourquoi il est rejeté. Pourquoi vous rejetez des investissements? Attendez, le CNI ne négocie rien. C'est l'ANDI qui négocie, c'est le secrétariat du ministère concerné qui amène le projet. Le CNI n'est pas un organe, c'est un conseil. C'est-à-dire ce sont des ministres qui se réunissent et qui n'existent que pendant le temps où ils sont là. Après, quand ils se séparent, il n'y a plus rien. D'accord. Et la décision, donc, c'est le Conseil décide qu'il faut, pour des raisons ou pour une autre, rejeter un projet, ça revient à ce moment-là au ministre concerné chargé de l'investissement de reprendre la discussion avec l'investisseur. Et donc, ce n'est pas une question de CNI, c'est une question du ministère concerné par l'investissement avec le gouvernement qui va ainsi discuter et voir... Et donc, s'il y a pendant 2 ans, le dossier qui m'a il n'y a aucun retour, ce n'est pas le CNI, c'est le ministère concerné. C'est ou le ministère ou l'ANDI qui négocie. Mais le CNI... Le CNI, c'est un conseil. Alors, c'est quoi la charte qui décide du rejet ou de l'acceptation d'un... Est-ce qu'on a une idée Concrètement, je vais poser une question au professeur Tamar. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été en contact avec le CNI? Ça fait bien 4 ans. 4 ans. Eh bien, je vais vous le dire et j'assume ce que je dis. L'ANDI ne négocie strictement rien avec vous à partir de 5 milliards de dinars. Quand vous allez vous présenter au guichet... C'est qui le CNI? Attendez, monsieur Tamar, qui trouve le guichet de l'ANDI pour que votre dossier est au CNI. Comme le CNI ne reçoit pas, bien sûr, les opérateurs, ils ne négocient rien. Donc, à partir du moment où la courroie de transmission, qui est l'ANDI, est court-circuitée, il n'y a plus rien à discuter. Il y a des dossiers aujourd'hui. C'est dans les faits. C'est pas comme ça que ça doit se passer, on est d'accord. Quand il dit quand l'ANDI dit, moi, le dossier, je l'ai transmis au CNI, c'est bloqué au CNI. Il n'y a pas de CNI. CNI, c'est une réunion d'un certain nombre de ministres. Il n'y a pas de secrétariat au boulot. Si le CNI était établi, comme l'Assemblée, avec un secrétariat, et que ce secrétariat reçoive un dossier, et qu'il bloque le dossier pendant 2 ans, je comprends. Mais le CNI n'existe pas en dehors du moment où il se réunit. Donc, le seul qui peut peut-être bloquer ça, j'en sais rien, c'est le ministre chargé des investissements. Mais en dehors de ça, je ne vois pas comment le CNI peut bloquer quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est un conseil. Il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas d'administration du CNI. Est-ce que vous comprenez comment une institution, qui est une institution de consultation, fonctionne? Il n'y a rien. Bon, d'une manière générale, effectivement, il peut y avoir un blocage d'un investissement. C'est fort possible. Le problème, évidemment, et c'est légitime de poser la question, mais pourquoi un investissement est bloqué tandis qu'un autre est débloqué? Ça, c'est une question qu'on peut poser, mais ce n'est pas une question de CNI, c'est une question de l'investissement. Ça, c'est une autre histoire. Alors, comment on peut réformer? J'ai posé la question à Mourad Goumidi, qui est réputé être un réformateur proche des réformateurs. Je ne trahis pas un secret en disant cela. Comment on pourrait réformer le système d'investissement pour éviter cette situation un peu ubuesque où, quand on s'adresse à l'ANDI, l'ANDI va vous dire votre dossier il est au CNI, et le CNI se trouve que finalement, M. Teman nous l'explique, il a une existence tout à fait ad hoc. Comment on peut réformer? Non, il n'est pas ad hoc. L'existence est prévue par les textes, mais qui n'existe que pendant le temps où il se réunit. Consultatif, voilà. Un conseil consultatif qui prend des décisions. Et quand il ne se réunit pas, puisque maintenant on parle de réunion, c'est bien ce que vous dites, eh bien il n'y a pas de décision. Et quand vous allez au guichet de lundi, ils vous disent, bon, moi je l'ai envoyé, donc il faut attendre que ce conseil se réunisse, même si c'est très éphémère, mais il prend une décision en faveur ou en défaveur de cet investissement. Ensuite, il ferme les portes et puis allez vous débrouiller avec le ministère de tutelle. C'est tout à fait ça. On peut encore parler de ministère de tutelle, parce que là aussi, moi je suis scandalisé. Un ministère qui s'occupe d'investissement. Un ministère de l'industrie fait la politique industrielle. Un ministère de l'industrie fait la politique industrielle. Il aide, il oriente, mais il ne fait pas l'investissement. Mais bon, là, deuxièmement, l'ANDI, il faut en parler. Qu'est-ce que c'est que cette bureaucratie, là aussi, qui sait mieux que l'entrepreneur, qui lui met son argent? Je me rappelle d'une anecdote extraordinaire. Un des ministres des Finances, en 2019,
m'avait dit de faire un exposé des motifs, enfin un exposé des avantages, une délégation américaine d'hommes d'affaires, des avantages que donnerait l'Algérie pour... Alors, vous savez, pendant la réunion, bon, c'est officiel. Et puis en off, il y a un industriel qui est venu, il m'a dit, M. Goumiri, bon, il faisait le Maghreb, donc ils étaient en Tunisie, Maroc, etc. Et il m'a dit, c'est à peu près la même chose, au niveau fiscal, au niveau douanier, au niveau cadre domanial, bon, vous savez, à peu près. Mais il m'a dit, moi, je vous pose 2 questions. Un Américain. Il m'a dit, est-ce que vous avez une justice indépendante? Bon, là, je lui ai dit, écoutez, allez, non, mais moi, je mets mon argent. Moi, il n'y a pas le gouvernement américain derrière moi. Il n'y a pas l'Andy derrière moi. Il n'y a pas Moi, je viens, je mets mon argent, je vais avoir un juge indépendant. Si j'ai un problème, il faut bien que je m'adresse à quelqu'un. Complètement. Deuxième question. Alors, la deuxième question, il m'a dit, est-ce que vous avez un système bancaire performant? Parce qu'il faut m'accompagner. Ben, j'ai eu beau essayer d'esquiver, etc. J'ai dit, bon, écoutez, c'est pas tout à fait ça. C'était en quelle année? année? Il m'a dit, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Alors, depuis... Pardon, non, mais attends. Depuis ça, empiré. Il m'a dit, quand vous aurez un juge indépendant et un système bancaire, appelez-moi, je viendrai investir. Alors, depuis, il y a eu des difficultés supplémentaires. On va en dire un mot parce qu'il faut qu'on avance. Du point de vue de l'attractivité, est-ce que le C5149, vous avez commencé à en parler, professeur, est-ce que le C5149, il est beaucoup question de l'investissement étranger, puisque l'autosaisine, CNI, ça touche à l'investisseur étranger. Est-ce que le C5149, c'est un frein ou pas à l'investissement étranger? J'avais dénoncé ça en 2009, qui a la LFC 2009, le fameux 5149. Vous étiez au gouvernement à l'époque, professeur. Hein. Moi, j'étais, comme toujours, j'étais l'extramuros du système. Ceci dit, je l'ai dénoncé, ceci ne travaille pas pour l'économie algérienne. Nous avons effectivement des secteurs stratégiques sur lesquels il n'est même pas nécessaire d'entrer en partenariat avec qui que ce soit. Nous n'avons besoin ni de capitaux, ni d'un transfert de technologie qui passe par une prise de participation. On aurait pu le faire par des coopérants techniques ou là par des achats de brevets de Barask. Ça, c'est pour certains secteurs sur lesquels on ne peut pas se désister, qui sont d'ordre stratégique, comme la pétrochimie par exemple, l'amont et l'aval pétrolier, peut-être les industries de défense, sur certains points. Pour le reste, il y a les 51-49, il y a de grosses entreprises multinationales qui ne convaincront jamais leurs détenteurs d'actions de venir investir en minorité. Non, mais en plus de ça, avec quel genre d'associés? On leur présente des entreprises publiques en faillite avancée, gérées comme à l'époque stalinienne, ou là des privés sortis de nulle part, préfabriqués, imposés General Motors. Ça ne tient pas la route. Le résultat, de toute façon, nous sommes en 2018, il n'est pas à la hauteur des promesses du gouvernement, il est exactement égal à ce qu'on avait prévu comme désastre. Professeur, vous m'avez dit en off que vous avez combattu le 51-49. Quand vous étiez au gouvernement, c'était une erreur? Non, le 51-49, vous savez, nous sommes loin d'être le seul pays à avoir le 51-49, contrairement à ce qu'on pense. Mais je pense, à mon avis, que le 51-49 peut s'imposer dans certains secteurs où il y va carrément. C'est vraiment l'économie nationale qui est en... Mais je commence un petit peu, sincèrement, à être mal à l'aise. Est-ce que nous sommes en train de faire le procès des politiques du gouvernement ? Ou est-ce que nous sommes des économistes et nous sommes en train de parler des problèmes d'économie, de croissance économique? Moi, je suis pour ça. Une seconde. Hein. Comment relancer l'attractivité algérienne? Donc, on est en train de serrer les... Alors, je vais répondre à cette question. Voilà, c'est ça la question. Je vais abandonner toutes ces histoires-là, parce que là, on est en train de luxer. Non, l'investissement, libérer l'investissement. Comme s'il y avait un complot quelque part. Non, libérer l'investissement. On essaie de comprendre comment on peut libérer l'investissement. Libérer l'investissement. Je vous ai déjà dit que dans les pays normaux, il n'y a pas de code des investissements. Vous êtes investisseur, vous venez, vous achetez, vous payez vos impôts, etc., etc. Dans nos pays à nous, pas l'Algérie seulement, dans nos pays en général, émergents, il y a toujours des codes des investissements, à tel point qu'on pense que la politique d'investissement, c'est le code des investissements. Alors que le code des investissements n'est qu'un élément pour promouvoir l'investissement et surtout l'investissement étranger. Vous avez bien compris ça. Maintenant, si vous me posez le problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une attractivité de l'économie? Mais il faut changer le système économique. C'est-à-dire que le gros problème, ne c'est pas dans l'investissement. Le problème est celui de la réforme du cadre de fonctionnement de l'économie nationale. L'État, à l'heure actuelle,
est présent pratiquement partout dans le système économique actuel. Il faut que l'État recule sur certains plans et qu'il avance sur d'autres. Il faut, par exemple, que le système bancaire, et c'était très bien vu, l'Américain qui dit, écoutez, lorsque vous aurez un juge et lorsque vous aurez une banque, eh bien, moi, je vais investir. Mais c'est exactement ça. Donc, il faut que le système bancaire change, il faut que le système d'attribution des terres change, il faudrait que sur le plan de la régulation, les choses changent, il faudrait que l'environnement d'affaires change, et à ce moment-là, l'investissement sera automatique. Que ce soit 51-49 ou pas 51-49, quand l'économie est partante, les investisseurs viendront et accepteront n'importe quelle condition. L'essentiel pour un investisseur, c'est de se... Je vais poser la question. Professeur, on va revenir en troisième partie de cette émission sur le périmètre public. Le périmètre de l'économie, qu'il faut réduire, ce que vous êtes en train de dire, et toutes les autres réformes qui peuvent améliorer l'attractivité. Mais auparavant, je voudrais quand même savoir, pour rester un peu proche de l'actualité économique de ces dernières semaines, le maintien des barrières protectionnistes. Dire à nos partenaires étrangers, vous avez vendu pendant très longtemps ici, on connaît le secteur d'automobile, mais c'est valable pour d'autres produits. Aujourd'hui, on a besoin de produire en Algérie. Est-ce que c'est une politique qui peut nous permettre de devenir, sous la contrainte qu'on impose aux autres, plus attractif. Professeur Boumé. Moi, je suis obligé de revenir au 51-49 de 2 minutes. Lorsqu'on dit 51-49, en termes de responsabilité, vous êtes en train de dire que l'État algérien est responsable de tout ce qui se passe, parce qu'au niveau du conseil d'administration, au niveau de l'Assemblée générale des actionnaires, vous êtes majoritaire. Pourquoi voulez-vous que dans un investissement où il y a un risque, moi je suis économiste, je suis financier, il y a un risque, pourquoi voulez-vous que je prenne tout le risque en tant qu'État? Avec le 51-49, chaque cas est un cas, chaque investissement, ça peut être de 1 à 100%. Mais en faire une loi générale, en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est contre-productif pour vous-même. Pour vous-même. Donc ça, je voulais le dire parce que c'est quelque chose de très important. Une autre restriction, peut-être la question s'adresse aux autres. Rapidement, c'est une lucarne qu'on ouvre dans cette discussion. Le 51 que l'Algérie doit assurer dans le 51-49, il devient de plus en plus problématique pour des raisons de rareté de capital. C'est deux spécialistes qui l'ont dit sur ce plateau. On a de plus en plus de mal pour des grands investissements, par exemple supérieurs à 5 milliards de dinars, de trouver la partie 51 parce que le FNI a bouffé son capital, les privés sont... Est-ce que vous pensez, vite fait, c'est oui ou non, qu'on a aussi, on s'est plombé aussi avec ce 51 à cause de la... Mais on a décrété que l'endettement était chétan. On a décrété dans ce pays, je ne sais pas qui, il ne faut pas s'endetter. Vous avez vu un pays au monde qui ne s'endette pas? Ça existe. La Roumanie a le droit. Il n'y a que le Trésor public qui a le droit. Mais ça aussi, c'est une ignominie. Comment voulez-vous qu'un pays ne mobilise pas les ressources financières extérieures? Pourquoi? Par quel oukase? Le crédit, c'est quelque chose. Ce que vous faites de l'argent, c'est autre chose. Mais le crédit est un élément de la science économique. Enfin, on l'enseigne. On parle de fonds propres, là. Les fonds propres, c'est pas nécessairement des crédits. Jusqu'à présent, tout ce qui a été inscrit dans le 51-49, je n'ai pas vu beaucoup de fonds propres. Qu'on soit clair. Particulièrement dans la fameuse industrie automobile, entre autres. Mais cache des fonds propres. Non seulement on a interdit à la partie étrangère de ramener ses fonds par l'article 58 de la LFC 2009, mais en plus la partie algérienne, c'est les banques publiques algériennes qui assument la casse en amont et en aval. En plus, on a le 51. Ce qui est comique dans l'histoire, c'est que celui qui détient les 51, donc mon ami Mourad, c'est lui qui est responsable juridiquement de toute casse. Et bien celui-là ne détient pas le véritable pouvoir de décision. Parce que quand on fait du montage en aval de kits sur lesquels on ne maîtrise strictement rien en amont, on n'a que la responsabilité d'aller chez le juge un jour. Sinon, pour le reste, le compresseur. L'État lui-même, dont Jizi, on est à 51 ans. Oui. Le FNI, il a sifflé tout son capital pour essayer de compenser l'achat des fameux 51. Le conseil d'administration, on est censé être majoritaire. Qui décide? Oui, c'est Wimpelkamp. D'ailleurs, il y a eu même une petite dérogation sur nos 51. Ex-Wimpelkamp, ils ont changé de nom. Enfin, il s'appelle Véon maintenant. Ceci dit, quelle que soit la dénomination, la partie qui était censée être minoritaire, elle tient les rênes. Elle tient pratiquement tous les pouvoirs de gestion, mais la responsabilité juridique incombe à la partie algérienne. Si demain ça part en Java, professeur, on est vers l'avenir. On n'est pas en train de faire le procès du passé. C'est vers l'avenir. Vers l'avenir,
est-ce qu'il y a suffisamment de capital national pour rester dans un 51-49 général? Non, bien sûr que non. Et c'est la raison pour laquelle l'État dit step up, c'est-à-dire qu'il s'est mis parce qu'il n'y a pas d'argent du côté du privé. Et bien plus, le privé, même quand il a de l'argent, ça ce sont les théories institutionnelles qui maintenant, depuis 20 ans, ont fait des études énormes. Le privé est rationnel, il ne fera que ce qui peut lui permettre de faire du fric et puis c'est terminé. Donc dans ce cas-là, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? L'État a fait son devoir. Il dit, bon, puisqu'il n'y a pas d'investissement privé, moi je vais y aller. Non. Dans Jay-Z, on sait que Cevital était prêt à monter. Il avait en plus un droit de préemption, 3,75%. Il pouvait être l'actionnaire algérien de référence. Non, probablement. C'est un privé qu'on n'aime pas. Voilà. Non, probablement il y a des cas. Je parle en général, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement, il est clair que l'État s'est avancé, a fait des investissements. Alors on reproche à l'État d'avoir fait des investissements, non pas dans la production, mais dans les infrastructures, etc. Alors je dois lever une équivoque. Pour tous les économistes algériens, je dois leur dire que les infrastructures, c'est productif. Sans infrastructure, vous n'avez pas de croissance économique. Cette histoire de l'État qui va créer de la production n'a aucun sens. L'État est là pour créer les conditions d'infrastructure, d'éducation, de santé pour que l'économie marche. L'État est là pour aider les investisseurs, pour que les investisseurs viennent. Mais l'État n'a pas à rentrer, n'a pas à créer des entreprises. Ceci étant dit, il est clair que moi, je suis très étonné par une chose que je dois vous livrer. On dit que l'État n'aime pas beaucoup le privé. Mais c'est faux. Parce que vous prenez toutes les mesures, il y a une quarantaine de mesures qui ont été prises, l'État algérien était des États les plus généreux au monde dans ce qui concerne le secteur privé. Et pourtant, vous allez me dire, mais comment, monsieur le professeur, on ne voit rien. Vous avez raison de dire, on ne voit rien. Alors pourquoi on ne voit rien? C'est là où il n'y a plus de discussion d'une manière générale, et c'est là que je voudrais bien qu'on approfondisse. Ça veut dire pourquoi, quoi? avec tout ce que donne l'État... Professeur, on voit rien, ça veut dire quoi? Sous-investissement. Le privé n'investit pas, il n'y a pas de développement d'investissement, au contraire, il y a un repli de l'investissement privé. Moi, j'ai les données du privé, mais c'est épouvantable. Enfin, vous savez que ce que nous avons à l'heure actuelle, quand vous prenez l'investissement total national algérien, la formation brute de capital fixe, nous constatons que la partie entreprise constitue presque 40% de cet investissement total. C'est formidable. C'est vraiment impeccable. Mais si vous enlevez ces 49% Sonatrach et Sonelgaz, il vous restera combien entre les mains? 9%. Professeur, je suis obligé, à ce moment de l'émission, de sortir une seconde de mon rôle de présentateur pour vous signaler que nous sommes dans une Radio M, une radio privée, qui a été créée sur la base d'une loi qui ouvre l'audiovisuel au privé et qui n'a pas été appliquée. Nous avons vocation à être sur la bande FM. La bande FM a été fermée. Cette radio peut employer 150 personnes. Elle en emploie 10 fois moins. C'est parce que le cadre juridique est bloqué. On ne veut pas de radio privée. Je prends juste un exemple qui est juste proche de nous. Je peux aller dans d'autres secteurs. Il y en a plein d'autres où le privé ne peut pas investir, où il ne peut pas se développer, le secteur de la banque privée, etc. Et puis d'autres qui sont devenus des monopoles. Mais là, je sortirai un peu de mon rôle. Oui. Je reste sur la radio. Je reste sur la radio. Et donc, je reste dans l'investissement industriel. Très bien. Vous êtes déçu par la performance du privé. Non, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que la générosité est là, les mesures sont là, les subventions des taux d'intérêt sont là, mais apparemment, nous ne voyons pas le secteur privé plonger dans cette affaire et se développer de manière extraordinaire. Pourquoi, messieurs? Pourquoi? J'ai ma petite explication. La générosité, effectivement, est là. Elle est même au-delà de toute générosité connue ailleurs dans le monde. C'est du jamais vu. Seulement, est-ce qu'elle est destinée au privé? Parce qu'il ne faudrait peut-être pas généraliser les cas, professeur. C'est vrai que les 9% dans ce qui est l'investissement industriel sont là. Mais quand c'est une générosité orientée, je ne dis pas par l'État, je dis par des parties précises dans la bureaucratie locale, vers des investissements qui savaient initialement comme non créateurs de richesse, ni à moyen, ni à court, ni à long terme. Et qu'en même temps, même avec des fonds privés, des investissements ayant vocation à produire sont parasités ou que se court-circuités. Pourquoi voudriez-vous que cette générosité, qui est orientée non pas dans le sens de la construction d'une économie productive, mais d'un maintien d'une sorte de rente capitalistique
d'un clientélisme entrepreneurial. Pourquoi voudriez-vous que ça donne quelque chose? Moi, je vois les résultats, comme les constate le professeur, on les constate tous. Mais il faudrait remonter peut-être aux origines, à la genèse et aux causes. Ce n'est pas cet État-là, quand je parle de l'État, ce n'est pas ce gouvernement actuel. Voilà. C'est dans la genèse de l'État algérien depuis 1980. Nous avons perdu la boussole. Nous étions sur un modèle socialiste qui peut-être a échoué, mais qui avait au moins ce mérite-là d'avoir un cap. À partir de 80, le cap, c'est plusieurs caps. Chacun a son propre cap sur ses propres intérêts qui ne sont pas tout à fait en accord, même avec le reste de l'équipe. Alors avec le reste de la nation, pour retrouver le fil rompu, professeur, pour retrouver le fil rompu en 1980, revenir à une économie... Il fallait rompre le fil, enfin on va rester dans un système socialiste. On est dans d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. En 79, fin 79, jusqu'à 82, on a brisé le système socialiste, une nouvelle constitution, des partis qui ont été autorisés, des subventions. On est passé à un autre monde. Heureusement, nous sommes dans cet autre monde. Le monde actuel libéral n'est pas un monde facile. Il n'y a pas de règles qui puissent régler cette affaire. Vous avez senti de la nostalgie là, de la période évidemment, je la sens. C'est incroyable. Je crois qu'il y a un malentendu. Moi, je suis un libéral d'école. C'est un malentendu. Il se trouve que nous ne sommes pas dans le libéralisme. On est dans la débandade. Par contre, je voulais quand même revenir au fil de mes questions, qui s'est pas lui, par contre, rompu, avec la question sur... Parce qu'on sent quand même qu'il y a un retour à une doctrine du protectionnisme qui permettrait de faire développer les activités. Attendez, on ne l'a pas laissé Mourad Gouméry. Voilà, Mourad Gouméry terminé sur la question. Est-ce que c'est un moyen de rattraper quelque part une industrialisation qui s'est interrompue? Enfin, je ne vais pas revenir sur le taux du secteur industriel, sa valeur ajoutée dans le PIB global qui est passé sous les 5%. Est-ce que c'est une solution et combien de temps elle peut fonctionner? Nous avons mis en place des réformes. Nous avons mis en place des réformes. Moi, j'aime ça. Allez-y. Nous avons mis en place des réformes. Très modestement, j'ai appartenu à ce qu'on appelle les réformateurs. Très modestement. J'étais conseiller quand même de M. Haïdoussi, qui n'est pas qui a un certain nombre d'idées. Et la première chose que nous avons dite à l'époque, c'était l'autonomie de l'entreprise. On l'avait appelé comme ça, parce qu'on ne pouvait pas faire mieux avant 89, avant la Constitution, la révision de la Constitution de 89. Les lois sur la réforme, c'est 88. Mais on était bloqué, la loi sur les domaines, la loi, etc., par la loi 90-10 sur la monnaie et le crédit. Nous avons mis en place cette dynamique. Mais tout ça a été balayé. Mais pourquoi? Alors, je vous propose une explication. Non, pourquoi? Je vous propose une explication. C'est ça notre Je vous pose la question. Pourquoi? Je vous pose Est-ce que c'est pas la banqueroute de l'Algérie en 93 qui nous a mis dans l'accord d'association, dans l'accord d'ajustement avec le FMI, qui nous a obligés de démanteler une partie du commerce extérieur de tous les monopoles qui font qu'on était dans la difficulté après. Une fois qu'on a rétabli nos équilibres macro-financiers, dans la difficulté d'être performant parce qu'on a ouvert notre marché. Est-ce que c'est pas ça? L'accord d'association a aggravé le trait en 2002. Peut-être que vous en direz un mot. Non. Écoutez, moi j'écoute des choses comme ça, privatisation, une catastrophe, l'accord d'association, on n'a pas encore dit ça. Parlons-en. Ici, on n'a pas encore dit. En tant qu'économiste, calmement, pourquoi l'accord d'association a brisé l'économie algérienne? En quoi il l'a brisé? Qu'on m'explique. Moi, je veux bien. Moi, je suis un économiste neutre. Je suis un professeur. Donc, je n'ai absolument aucun parti pris et je n'ai pas fait l'accord d'association. Moi, j'aurais été plutôt d'abord à l'OMC avant d'aller à l'accord d'association. Mais enfin, on y est. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Quels sont ces arguments qui nous permettent de dire que l'accord d'association a été catastrophique? Alors, répondez, monsieur. Parce que monsieur Thomas je voudrais bien savoir, comprendre. Moi, je ne l'ai jamais dit. Par contre, effectivement, je serais d'abord allé à l'OMC. Nous faisons partie des 4 pays au monde sur 192 qui n'est pas à l'OMC. On négocie depuis 15 ans, 16 ans. Donc, moi, je n'ai jamais dit que les accords d'association ou d'autres accords, etc. Nous avons négocié ces accords d'association, c'était en 2001. D'ailleurs, les accords devaient être mis en application en 2005, mais l'accord lui-même datait de 2001. Nous étions dans quelle situation financière et dans quelle position? Nous n'étions pas en position de devenir un marché, on était encore dans la galère. Il s'agissait
surtout sur proposition à l'époque des Européens de donner une ouverture à une reprise économique algérienne, moyennant bien sûr un calendrier pour le démantèlement tarifaire. Il n'était pas question de démanteler tous les contingents le premier jour. D'ailleurs, ça s'est reporté à 2005. Il nous fallait 10 ans. On vient de renégocier 3 ans de plus. 10 ans avec une clause de révision d'une fois. Mais allez, jusque-là, ça tenait la route. La contrepartie européenne, c'est qu'ils ouvraient leur marché éventuellement aux produits, mais aussi qu'ils investiraient. Qui a fait foirer la LFC 2009. Exactement. Qu'est-ce qui a fait foirer l'équilibre de l'association. Ben oui, nous ne produisons rien. Ce serait, selon M. Farhat Aït-Ali, j'ai terminé sa phrase parce que je partage un peu ce point de vue, c'est la LFC, la loi de finances complémentaire de 2009, qui a cassé une dynamique parce qu'elle a introduit le 51-49. Et donc, les Européens peuvent dire aujourd'hui, vous nous avez dressé des barrières à l'investissement. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, vous nous avez dressé des barrières à l'investissement, le droit de préemption. Mais aussi le droit aux Algériens d'investir et de produire. Il y a eu 12 mesures. 51-49 était une des mesures, mais des mesures infiniment plus graves. On vous donne des avantages à l'investissement, mais attention, hein, dans les 3 ou 4 ans, vous devez les réinvestir. Mais des choses totales. Cette histoire de loi de finances complémentaire 2009 est vraiment à voir avec beaucoup de regrets, je dois dire, du point de vue de la croissance économique. J'ai envie de vous dire, c'est dommage qu'à l'époque Radio M n'existait pas. On aurait bien recueilli votre point de vue en tant que ministre. Avec plaisir, on peut le reprendre. À l'époque, vous dire, je ne suis pas d'accord avec ce que fait le gouvernement où je siège. Ça continue encore à vivre avec nous. Maintenant, ceci étant entendu, nous comprenons bien que l'accord d'association, l'échec, nous le devons à nous. Nous n'avons pas préparé pour notre... On s'engage en 2000, on met en place en 2005, on devait prendre un certain nombre de réformes, nous prenons des réformes, nous les appliquons pas, et puis le secteur privé se réveille en disant « Oh, attention maintenant, je suis écrasé par une concurrence déloyale. » Elle n'est pas déloyale, c'est une concurrence. Elle n'est pas déloyale quand on utilise des... Non, elle est loyale, mais c'est une concurrence très dure. Et donc le secteur privé Tana, évidemment, s'est dit, il n'est pas question, on était obligé en 2010 de dire, ah, l'accord d'association, je le renégocie. Plus grave, on voulait carrément renégocier l'accord. Heureusement que le président lui-même a dit ça, on ne renégocie pas l'accord. Mais dans l'accord, on va essayer de voir de telle sorte si on ne peut pas simplifier les choses. Effectivement, on a gagné, au lieu de 2017, c'est 2020, et puis un certain nombre de tarifs ont été maintenant allongés. Donc l'accord d'association, il ne faut pas dire l'accord d'association nous écrase. L'accord d'association est une décision que nous avons prise. Nous devions les honorer. Et comment honorer l'accord d'association, comme l'OMC, si nous y avons tant rentré d'ailleurs, c'est en réformant notre économie. Les droits de douane additionnels, spéciaux, temporaires, vous êtes pour ou contre? C'est une solution, les nouvelles barrières douanières? Non, ça existe dans tous les pays du monde, mais à une condition. Ils peuvent même être institués par l'administration, à condition qu'ils soient à titre temporaire et qu'ils visent des produits ayant fait l'objet d'un dumping évident à partir de leur pays d'origine. C'est des droits qui ne sont assis et autorisés par l'OMC. D'ailleurs, il y a les DAP, hein, c'est ça l'appellation. Il y a un protocole particulier pour les DAP qui autorise tout pays qui estime qu'un produit donné chez lui fait l'objet d'une concurrence déloyale d'un autre produit exporté d'une autre partie qui fait du dumping ou des mesures... il faut le démontrer. Donc, ce DAP peut être instauré. Mais de là à dire qu'on peut instaurer un DAP sur 800 ou 900 positions tarifaires de pays différents qui eux-mêmes ne sont pas tous accusés de faire du dumping. D'ailleurs, aucun pays n'a été accusé de faire du dumping. Et de considérer que tout produit qui rentre en Algérie de n'importe quel pays, à partir du moment qu'il est plus compétitif que le nôtre, il fait l'objet de dumping, ou c'est prévu par l'OMC, ce n'est pas vrai. L'OMC dicte à toute partie impliquée, enfin adhérente, d'expliquer position par position quel est l'objet de ce droit, quels sont les délais de relèvement et quelle est surtout la partie visée. Et j'ajoute que cette décision, je ne sais pas comment ça a été pris, rentrait dans le cadre des mesures de limitation des importations. Mais quand on voit l'impact que ces produits ont sur les grandes familles d'importation, on voit que c'est peanuts. Même l'objectif qui a été assigné à ce genre
de décision n'a pas été perçu, n'a pas été calculé. Le calcul économique n'a pas été pris en compte. Quand il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place, on va réarmer et on va interdire l'importation de ces produits sans faire... Vous savez, dans toutes les décisions que l'État prend, il y a toujours un exposé des motifs. Moi, j'ai 20 ans au ministère des Finances, quand on faisait les lois, etc. Donc, on faisait un exposé des motifs, on quantifiait les impacts. L'impôt va nous apporter tant, on va le mettre ici, etc. Aujourd'hui, vous n'avez plus cela. On prend une décision, et puis ensuite, bon, elle n'est pas bonne, on l'enlève. Ou on revient dessus. Mais les gens vous disent, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Et vous voulez que je vienne investir, vous faites une loi, vous me permettez d'investir, et puis ensuite, vous enlevez cette loi et vous me dites, non, c'est plus possible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est d'accord, les DAP, peut-être, à part quelques petits secteurs, ne sont pas suffisamment stimulants pour investir en Algérie, peut-être dans l'automobile, mais les sinon... DAP, c'est... Non, écoutez, l'investissement... Mais franchement, ce qu'a dit notre collègue est excellent. L'investissement, c'est de la banque qui marche, pas seulement la banque, un marché financier moyen et long également qui marche, et c'est la justice qui marche, et donc un environnement d'affaires qui soit un environnement d'affaires sympa. En dehors de ça, les hommes d'affaires sont prêts à se lancer dans n'importe quelle aventure si on leur garantit ça. Donc, les trucs administratifs qui consistent à faciliter... Ça, on peut le faire, ça peut aider quelques chouïas, mais pas... Mais d'une manière générale, vous avez posé le problème dès le début, à plusieurs reprises, et on n'a pas répondu. Alors, c'est le patriotisme économique, est-ce qu'il faut fermer l'économie ou l'ouvrir, etc., etc. À ma grande surprise, quand personnellement je militais pour l'ouverture de l'économie, il faut ouvrir l'économie, dans certaines conditions, bien sûr, en faisant attention, bien sûr, que le gouvernement soit attentif, bien sûr, tout ça, nous sommes bien d'accord. Mais dans ce cas-là, fermer l'économie, c'est sanctionner l'économie algérienne à l'heure actuelle. Vous la fermez, vous avez arrêté la croissance économique, définitivement. Et ceux qui pensent croire une seconde qu'on peut développer ce pays avec l'investissement privé national seulement, sont dans l'erreur. L'investissement étranger est une nécessité de croissance économique, non pas pour l'argent, on a l'argent. Et on peut acheter... On en dit de moins en moins quand même. On peut, mais c'est pour toutes les autres raisons qu'on appelle les économies externes, l'innovation, la compétition, la concurrence, etc. Donc fermer l'économie et la maintenir au secteur privé, le secteur privé étant ce qu'il est, ça a été dit, 97% de notre secteur privé, 97%, c'est de la micro-entreprise, 97%. Je peux même donner les chiffres du nombre d'entreprises qui peuvent se dire « je suis une entreprise ». C'est moins de 0,4% de l'ensemble du secteur privé. Est-ce qu'on a bien compris ça? Alors quand on fait une analyse qui est une approche de nature micro-unitaire, quand même, le secteur... mais il n'y a pas de secteur privé en dehors de peut-être une centaine d'entreprises qui sont entre 200 et plus. Mais 200 entreprises pour une croissance économique d'un pays qui fait 45 millions d'habitants, c'est peanuts, c'est rien. Vous ne pouvez... Là, c'est la PME qui doit marcher. C'est-à-dire, il faut des entreprises entre 50 et 250 et il nous en faut 5000. Lorsqu'on a voulu faire le programme de mise à niveau, on avait choisi 500 entreprises à peu près à faire en 5 ans, disons. On ne les a pas trouvées. On n'a pas trouvé les entreprises privées d'une taille suffisante pour pouvoir faire de la mise à niveau, c'est-à-dire entrer dans la compétition avec les Européens dans le cadre de l'accord d'association. Vous comprenez très bien que nous avons une économie qui est une économie qui fonctionne par la dépense publique. Ça, je crois que tous les économistes en sont bien conscients maintenant. La dépense publique constitue plus de 60% de l'investissement, constitue du point de vue de l'emploi plus de 4 millions d'emplois. Donc, il faut revenir à l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est pas l'État. L'économie, ce sont les entreprises et les banques. Point. Il faut que les banques se développent. Et donc, je suis d'accord qu'il faut une réforme bancaire drastique, la création de la bourse, et il faut que les entreprises... Est-ce qu'on n'a pas raté un tournant? Est-ce qu'on n'a pas raté un tournant en 2007? Je crois que c'était en 2007, l'automne 2007, en stoppant la privatisation du CPA, parce que je veux en arriver aux privatisations et la réduction de... Est-ce qu'on n'a pas raté un tournant? Non, personne n'a rien stoppé, il n'y avait rien à privatiser. Moi, j'étais au ministère, donc j'étais avec Fatiha Mentouri, chargé de la réforme bancaire, s'il vous plaît. Qui ça? Pardon? Fatiha Mentouri.
ministre chargé de la vice-ministre, enfin, je sais pas. Non, Et donc- ministre délégué. Ministre Ministre délégué. délégué. Et donc, moi, j'étais à son cabinet et j'étais partisan de la privatisation du secteur bancaire, mais non pas par l'aliénation des actifs publics, mais par l'ouverture de la profession bancaire au privé national et international. Pourquoi voulez-vous... D'abord... En 2007, d'abord, c'est l'année du d'abord- procès Khalifa. d'abord, C'était oui, difficile. Khalifa est tombé du ciel. Oui, mais Bon, pour dire que sur le plan Khalina, psychologique, donc, si on c'était va- difficile. Non, on ne va pas rentrer dans le procès de Khalifa. parce Non, que non, ce que je veux dire, c'est- j'aurais des trucs comme ça à dire. Par contre, d'abord, il fallait reconstruire ce qu'on a cassé en 2001 avec la restructuration organique des entreprises. On a créé des banques ex nihilo. La Badr a été créée ex nihilo. On a mis des murs dans les agences pour les séparer. On a créé la BDL ex nihilo. Donc CPA, Pourquoi c'était voulez-vous... pas un tournant de ne pas avoir fini la bien privatisation. sûr. Je passe sur la question pour essayer d'aller vers la fin. C'était un tournant important. Le secteur bancaire doit changer. Et si c'est la mère des réformes, al-islahat, quand on parle de réforme, une réforme qui est la mère des réformes, c'est le secteur financier, c'est-à-dire le secteur bancaire. Le secteur bancaire, c'est un monosecteur, c'est le monopole de l'État. Parce que tout le secteur privé, les banques privées, l'environnement étranger, etc., 5%. c'est 5% du marché. Exact. 95%, c'est 5 grandes banques. Si je n'ai rien contre le fait qu'elles soient d'État, pourquoi pas? Le problème, c'est que le système bancaire, l'activité bancaire a besoin de compétitivité et de concurrence. Donc, il faut introduire la concurrence. Comment on va faire la concurrence? En privatisant peut-être une partie, en ouvrant le secteur, effectivement, aux autres banques d'une manière générale. Il y a une trentaine de demandes d'agrément qui sont en souffrance à la Banque d'Algérie. Ils sont en souffrance. Ils sont en souffrance. C'est ça le problème. Ils sont en souffrance. Va souffrir longtemps. Donc il faut que pratiquement, parce que l'Inde est un bon exemple, et surtout la Chine, c'est un exemple, je travaille dessus depuis à peu près 2 mois sur la Chine, il est clair que si nous arrivons par exemple à avoir un secteur d'activité bancaire de 5 minutes, j'avais vu 5 minutes tout à l'heure, de, mettons, 40% privé et 60% d'État, ben c'est bon. C'est bon. Alors, pour arriver à cela, on sort du secteur financier. On est à peu près d'accord. Il y a eu 400 entreprises privatisées sur 1500 qui étaient prévues. Je peux vous donner le... Ma question à notre ami Farhat Aïtali, est-ce que parmi les mesures de relance de l'attractivité de l'Algérie, il faut privatiser? Ça permet aussi d'attirer... Non, ne généralisons pas. Reprendre des privatisations. Il faut réétatiser, parce qu'en ce moment, on a un mode d'état de réétatisation anarchique, un retour, avec droit de préemption tordu. Il faut suivre les règles universelles en matière de faillite d'entreprise, de rétrocession de ces entreprises. Dans tous les pays du monde, quand une boîte est boiteuse, on dépose elle a le des bilan. problèmes, on dépose le bilan. Il existe des commissions priseurs, il existe des juges, il existe des tribunaux du commerce. Il a qu'un واحد قادر عليها مرحبا به au tribunal du commerce. Mais de là à me dire je privatise sur injonction politique ou administrative, ou là, on l'a fait dans le passé, on le fera peut-être à l'avenir. L'État- On reviendra toujours à racheter ce qu'on a déjà vendu. On vend à perte et on rachète à quadruple perte. Maintenant, je vais faire un intermède, une petite parenthèse. Depuis tout à l'heure, mes collègues ils disent il faut, oui, effectivement, changer de système bancaire. Particulièrement, c'est Moradi il faut avoir une justice. Il faut avoir des banques. Bon, ils vont dire, mais éventuellement, il faudrait peut-être avoir un peu plus que ça. Dans un pays, il faut avoir une justice. Pourquoi je j'ai pas qu'un investisseur, un être humain normal, il ne devrait même pas survoler l'espace aérien d'un pays où il estime qu'il n'y a pas de justice. Donc, on ne peut pas changer tout ça sans changer l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un système politique plombé. C'est la gouvernance. Plombé depuis les années 50. Mais 56 je voudrais juste rappeler à tout le temps chacun que l'État, aujourd'hui, vend du café, vend du thé, l'État algérien, à travers... Au passage, l'hôtel hôtels. Hedab de Stéphane a été renationalisé la semaine dernière. Est-ce que tu te rends compte de cela? Ressaisi. Non, à Tlemcen, qui dit l'hôtel de Tlemcen, il faut le vendre à des Tlemceniens, il faut pas... L'État, aujourd'hui, en Algérie,
vend du café, vend du thé, mais c'est pas possible. Comme me disent un certain nombre d'hôtels, parce qu'ils ont un truc historique, ils sont classés au Lahadja, donc on les garde. Mais tout le reste, le secteur de l'hôtellerie publique doit changer. J'ai ramené des Espagnols qui voulaient acheter les Andalouses. J'étais président du conseil d'administration des Andalouses. Ils sont venus, ils ont vu, Khalim Sougoumiri, il n'y a rien à réparer. Khlas, l'hôtel, le complexe Richard. Il faut raser et remonter. Bon. Et ils en faisaient un pôle pour aller vers le désert. Bon, les gens viennent d'Espagne ou là, du monde sur ce complexe et ils vendent les dunes, les ceci, les cela, etc. Avec une thalassothérapie pour les périodes hivernales, etc., un appel, etc. Mais quand j'ai proposé ça... Au CPE? Non, c'était les SGP. Ah, les SGP. Voilà encore... Excuse de vous dire ça. Société Générale de Participation. Je m'excuse de vous dire ça. Donc ça n'a pas pu se faire. Mais enfin, on a failli... D'abord, on m'a sauté. Et on m'a dit, non, on a besoin de cet hôtel, de ce complexe, parce que je ne sais pas quoi. Mais venez voir ce qui se passe. Quand je suis rentré le soir, il y avait une dizaine de boîtes de nuit, rail à fond, etc. C'est ça l'hôtellerie, c'est ça le tourisme, c'est ce que vous voulez faire dans les hôtels publics, hein, pour ne pas dire autre chose. Alors, dernière question sur la réduction du périmètre de l'État et sur la relance, privatisation, etc. Il y a une proposition qui circule, notamment pour remettre en place un marché financier court et long, la Bourse d'Alger. Ouvrir l'accès aux actions aux non-résidents. Acheter, que les non-résidents achètent à la Bourse d'Alger. Je vais me permettre simplement d'être un peu technique, si vous permettez. Vous savez, dans le système financier, il y a deux sections. Il y a la section bancaire, c'est la section monétaire, et la section dite financière. Les Français disent financier, mais en fait, ça veut dire long, c'est-à-dire tout ce qui est crédit long. Ça, c'est la bourse et les banques d'investissement. La bourse, on l'a créée, mais il n'y a personne dedans. Reste maintenant les banques d'investissement. Les banques d'investissement est un métier d'un tel professionnalisme qu'il faut absolument faire appel à des boîtes étrangères et nationales en même temps. Ce qu'on a fait, nous, on a choisi la BAD, et on a pris la BAD et on a fait une FNI, un fonds national d'investissement, c'est-à-dire une banque d'investissement. L'État ne peut pas gérer la banque d'investissement. Pourquoi? Parce que la banque d'investissement est à base de fonctionnement de spéculation au sens anglais du terme. C'est-à-dire une béoncherie ou etc., ce que l'État ne peut pas faire. L'État doit suivre des règles, il doit observer les conditions même de fonctionnement du marché. Donc, ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est donc ouvrir le système bancaire pour les privatisations, pour la concurrence dont je vous parlais. Mais en même temps, il faut que le secteur financier long, c'est-à-dire la bourse, les banques d'investissement, on a créé également des sociétés d'investissement à risque dans les wilayas. Tout ça doit maintenant commencer à s'ouvrir au secteur privé petit à petit. L'État peut rester pour lancer l'affaire, mais il faut que ce secteur-là se développe. Alors, il y a une grande discussion, même parmi les économistes. Est-ce qu'il faut vraiment un secteur financier long? Est-ce qu'il ne faut pas mieux rester aux banques? Ça, c'est une autre histoire. Professeur Thomas, vous avez beaucoup de propositions constructives qui peuvent intéresser des programmes politiques de candidature à la présidentielle. C'est très intéressant. Ça, c'est le programme d'avenir sur comment faire décoller l'économie. Oui, vous ne seriez pas candidat au présidentiel, par hasard? Moi-même? Oui. On le dit pour un de vos collègues. Je vais pour le dire à tout le monde, j'ai pratiquement 80 ans. Bon, on va terminer sur cela, mais en tous les cas, vous avez bien gagné votre place d'expert critique au Café des experts éco, parce que vous avez quand même dit des choses qui sont relativement critiques par rapport à ce qui se passe. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir assuré avec moi ce numéro, et à un lundi sur deux, donc dans 15 jours. Comme ça. On vous remercie vraiment. C'est une occasion formidable de discuter de notre économie. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.